Le Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval, la table migrative du Comté Roberval, le défi de l'entrepreneuriat jeunesse et Vox Saguenay-Lac-Saint-Jean s'associent pour vous présenter, s'impliquer et se développer. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Dave Shepard du Carrefour Jeunesse Emploi Comté Roberval. Il me fait plaisir d'animer cette deuxième saison de s'impliquer et se développer. Au cours de la première saison de cette émission, nous avons présenté différents témoignages portant sur des entrepreneurs, des organismes d'aide au développement, des produits locaux, des gens qui ont choisi la région pour y vivre, des projets qui ont amélioré la qualité de vie. Il apparaît intéressant de vous mentionner que parmi tous les projets d'entreprise que nous vous avons présentés jusqu'à maintenant, sont toujours en opération à l'heure actuelle. En ce qui concerne les personnes qui ont choisi la région pour y vivre, la plupart y demeurent toujours. Certains se rappelleront le témoignage de Pierre Castonguay du Cégep de Saint-Félicien et de Judith Cagnier de Démocratia. Récemment, ils se sont construits une maison sur les rives de la Chamouchouane et ils ont eu une petite fille. Vous vous souvenez peut-être également du témoignage de Marie-Claude Brassard qui a mis sur pied la coopérative de solidarité Notre Café dans le secteur de Mistassini. Le café est en opération, mais Marie-Claude a dû quitter la région pour retrouver l'âme sœur en banlieue de Québec. Comme vous le constatez, malgré les grands espaces, la qualité de vie que l'on retrouve dans la région, rien n'est gagné pour le maintien des populations dans nos communautés. C'est pourquoi les Carrefours Jeunesse Emploi de la région et plusieurs autres partenaires poursuivent leur objectif de renverser le solde migratoire négatif avec leur implication sur la stratégie migration. Toutes les régions ressources éprouvent actuellement des difficultés. À titre d'exemple, on sait que la crise forestière a fait couler beaucoup d'encre au lac Saint-Jean. Et avec raison, en effet, sur certains territoires comme celui de la MRC de Maria-Chapdelaine, jusqu'à 70 % des emplois sont liés à la forêt. Paradoxalement, d'ici quelques années, le secteur forestier risque de vivre une autre crise, soit celle d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. La mauvaise presse faite au monde forestier crée une incidence directe sur les inscriptions aux différents programmes liés à l'exploitation forestière. Trop souvent, en région, les médias exposent à répétition la population à des nouvelles négatives, telles que des fermetures d'usines, des pertes d'emplois. Ces images font régulièrement les nouvelles nationales et laissent une mauvaise perception au reste de la province. Il y a effectivement des fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois, comme ailleurs, mais il y a aussi des gens qui créent des entreprises, de l'innovation, des gens qui ont choisi la région pour y vivre. Et c'est ce que nous vous proposons de vous présenter pour cette deuxième série de s'impliquer et se développer. Cette semaine, à s'impliquer et se développer, nous parcourons le comté Roberval. Nous allons d'abord à Girardville et rencontrer un entrepreneur qui a une toute autre vision du potentiel forestier. Ce druide des temps modernes s'est associé à la coopérative forestière de Girardville et il nous parlera de ses projets, les produits des bois. Par la suite, les propriétaires de la maison gourmande de Dolbeau-Mistassini nous présentent leurs produits. Nous restons dans cette municipalité pour y rencontrer M. Luc Langlois de la Société de gestion environnementale. Il explique en quoi consiste le parc régional éclaté de la MRC de Maria-Chapdelaine. Ensuite, Mme Sylvie Girard du service aux entreprises de la commission scolaire du Pays des Bleuets nous présente leurs services. Nous rencontrerons M. Junior Junot. Il nous dira pour quelles raisons il fait du bénévolat. Toujours à Dolbeau-Mistassini, nous entendrons le témoignage d'un Gaspésien qui a choisi de démarrer son entreprise ici et il nous dira pourquoi. Bonne émission! Profil d'une entreprise du lac. Bien, c'est que dans les années 80, la coop forestière de Girardville avait parti une distillerie. Sauf que, bon, le timing était peut-être pas bon, puis la qualité de l'huile n'était pas là aussi. Donc, ça a fermé, tu sais, en 84. Puis moi, dans le fond, j'avais un intérêt. Je suis passionné des plantes. Je sors de l'université, puis avant de partir au Brésil pour faire de l'aide internationale, j'aime la région. Ma dernière chance, c'est de cogner aux portes de la coop forestière, puis de dire, bien, regardez,
je sors de l'école, mais j'aimerais ça repartir la distillerie d'huile essentielle. Il me laisse ma chance. Il a fait un pas sur mesure pour moi. Donc, ça a été moi qui a commencé à s'occuper de la bleuetière qu'on faisait ici. Puis, c'était de prendre des cadras. Durant tout l'été, j'ai fait des inventaires, tout le kit. C'était vraiment pas mon trip. Ça fait qu'à chaque fois que j'avais la chance, le soir ou tout ça, je travaillais avec les plantes. Puis là, je m'étais commandé un petit alambic. Puis là, finalement, mes premiers tests ont été avec le peuplier baumier, après ça avec l'épinette noire. Puis là, je faisais des tests, moi, dans un vieux garage qu'un fermier m'avait passé. Puis là, je distillais. Puis là, c'est comme ça, peu à peu, qu'en ayant des huiles essentielles que j'ai envoyées au laboratoire, j'avais des analyses après ça des huiles. Puis là, je spottais les molécules les plus intéressantes, ceux-là que le pourcentage était le plus fort. Puis là, j'ai commencé à faire une gamme de produits avec ça. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mais il y a les épices aussi de la forêt boréale. Les épices, ça, c'est quelque chose d'autre aussi. Écoute, j'enseigne au cégep de Saint-Félicien. Puis il y a une cohorte d'étudiants, il y a 7 étudiants à la fin de la première année qui viennent me voir et qui disent « Hey, on aimerait ça te suivre en forêt, faire un stage avec toi. » Donc, moi, je suis bien surpris de ça. Je dis Caroline, j'ai rien que de la job pour moi, je commençais à travailler les huiles. Je ressors mes archives, mes bouquins, mes archives amérindiennes, russes, japonaises, traduites en anglais. Puis là, je dis là-dessus, puis là, ça me renverse un soir. Je suis renversé par le fait que les racines de toc, tu sais, les tocs que tu lances sur ton voisin, les racines de toc sont dans l'assiette au Japon, comme nous autres, la pomme de terre est dans l'assiette au Québec. Donc là, ça me donne une idée. Le lendemain matin, je m'en vais prendre la racine de toc, puis là, je me mets à l'étudier. J'y goûte, pas terrible. Après ça, je la mets dans une marguerite. Je la nappe de beurre à pétille. Déjà, le goût était mieux. Mais après ça, ce que je fais, j'en reste pas là. Je m'installe dans mon garage, un espace fermé où c'est qu'il n'y a pas de lumière, où c'est qu'il y a des fans, des déshumidificateurs, puis je sèche la racine très, très rapidement. Puis là, ça me donne des genres de brisures de noisettes, d'amandes. On goûte à ça, ça goûte les noisettes. Un peu les amandes. Ça fait que là, je dis, Caroline, tu pars d'une herbe qui est méprisée par tout le monde, tu fais quoi d'intéressant avec? Il y a l'histoire du pissenlit même, qu'on fait des croustilles avec. Là, tu sais, quand tu dis, tu prends le pissenlit qui vaut rien pour les gens, tu en fais quelque chose de valeur. Puis là, je tombe sur l'anecdote de la vanille. C'est un petit gars avec son père qui est dans la forêt tropicale humide, dans le coin du Brésil, qui, eux autres, voient pousser cette orchidée-là, la vanille. Ça donne une belle fleur, sauf que ce qui se passe, c'est qu'ils sont obligés de quitter le village. Quand ils reviennent, 2 semaines plus tard, ça sent super bon en arrière de la petite cabane. Puis c'est le bac d'orchidée qui fermente, qui sent bon comme ça. Puis, regardez, la vanille, après ça a fait le tour du monde. C'est que la vanille se développe après fermentation des feuilles, puis des gousses. Je dis, ce que je fais, je prends cette cohorte d'étudiants-là, je les prends toutes avec moi, puis on va tout scruter les forêts, on va tout ramasser ce que je ressens, ce qui est comestible d'un bouquin, puis je les étudie. On les étudie, puis ça a été l'été des découvertes. Donc moi, c'est ça, mon rôle, c'est ça ici à Coop. C'est d'aller chercher les petits trésors de la forêt, puis d'assez bien les connaître pour faire le transfert à grande échelle, pour faire des cueillettes, des grosses cueillettes, puis aller chercher le maximum de potentiel, mais sans briser la ressource. D'ailleurs, on est certifié écossaire, puis c'est une exigence. Il y a des suivis au niveau de la ressource. J'ai tout le temps cru que tout ce qui était dans la nature n'était pas là pour rien. Chaque chose a sa place, puis il n'y a pas de hasard, selon moi. Je pense qu'une des grosses qualités là-dedans, quand on y croit, il faut être persévérant. C'est de voir tous les gens qui autant au départ, ils étaient contre moi, qu'autant après, ils disent, ben, regarde, toutes les richesses qu'on a, oui, c'est possible. Ça peut être utilisé.